Bienvenue dans l'épisode 05 du podcast TRF. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte qui fait couler beaucoup d'encre et qui pourrait bien changer pas mal de choses. C'est une proposition de loi, quelques pages à peine, mais l'idée centrale, elle, est explosive. Lier le versement de certaines aides sociales au comportement des citoyens pendant les manifestations. En gros, si vous êtes condamné pour des violences, vous pourriez perdre vos allocations. Oui, et le calendrier politique est déjà très clair. Ce texte, qui est porté par le député Corentin Le Fur du groupe Droite républicaine, arrive à l'Assemblée nationale le jeudi 22 janvier 2026. Le moment n'est pas choisi au hasard. Ah non. Non, c'est présenté dans le cadre de ce qu'on appelle leur niche parlementaire. C'est leur journée, celle où l'opposition peut en quelque sorte imposer ses propres sujets à l'agenda. Donc pour eux, c'est une vitrine politique, une occasion de marquer les esprits. Absolument. Et notre objectif, c'est justement ça. Dépasser les slogans, les titres un peu chocs. On va décortiquer cette proposition ensemble pour comprendre ce qu'elle dit, mais surtout ce qu'elle implique, qui est vraiment visé, quelles sont les conséquences concrètes et quelle est la philosophie derrière ce principe qu'ils ont baptisé le casseur-payeur. C'est ça. On va toucher à des questions de sécurité, bien sûr, mais aussi à notre vision de la solidarité nationale, de la citoyenneté. Exactement. Alors pour bien comprendre un texte de loi, il faut souvent remonter à l'origine. C'est quoi l'étincelle ici? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? L'événement qui est vraiment mis en avant dans l'exposé des motifs, c'est le chaos qui a éclaté en mai 2025. C'était lors des célébrations de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ah oui, je me souviens, les images étaient assez violentes, hein. Très. Et les porteurs du texte s'appuient sur un bilan très lourd pour justifier leur démarche. On parle de plus de 500 interpellations, des scènes de pillage et surtout un coût humain dramatique. 2 morts et des centaines de blessés, y compris chez les forces de l'ordre. C'est un vrai traumatisme, c'est sûr. Mais est-ce qu'un seul événement, même très grave, peut justifier une loi pareille? J'imagine que l'argument de Corentin Le Fur, c'est de dire que ce n'est pas un cas isolé. C'est exactement ça. Il décrit un schéma qui se répéterait. Il parle d'une minorité violente, souvent organisée, qui saccage l'espace public. Le message est donc de dire on ne vise pas le manifestant pacifique, mais un groupe bien précis. Voilà. Toute la rhétorique du texte, c'est d'isoler cet ennemi, en quelque sorte, et de le présenter comme quelqu'un qui profite du système tout en le détruisant. Et c'est là qu'intervient leur fameux concept. Le casseur-payeur. Exactement. C'est une formule très efficace. Politiquement, ça sonne comme une évidence, une justice simple. L'idée, c'est la collectivité vous aide, mais si vous détruisez ce que la collectivité a construit, alors le lien est rompu. L'aide est suspendue. D'accord. Un slogan puissant, c'est une chose, mais comment on transforme ça en un mécanisme légal qui tient la route? Est-ce qu'on crée de nouvelles infractions, de nouveaux crimes? Et c'est là qu'on entre dans le détail juridique qui est essentiel. La proposition ne crée aucun nouveau délit. Les actes de violence en manif sont déjà très lourdement punis par le Code pénal. Ah oui, hein. Oui, des articles comme le 431-7 prévoient déjà des peines de prison, des dizaines de milliers d'euros d'amende. La loi ne change rien à ça. Donc ce n'est pas la condamnation qui change, mais ce qui vient s'ajouter après. Précisément, le texte propose d'ajouter ce qu'on appelle une peine complémentaire obligatoire. Obligatoire. Oui, c'est une sanction qui s'ajoute automatiquement à la peine principale, la prison ou l'amende. Le juge, en théorie, n'aurait pas le choix de l'appliquer ou non. Si vous êtes reconnu coupable, hop, la suspension des aides sociales tombe en plus. C'est une sorte de double peine, en fait. Une double peine assumée, oui. C'est une distinction importante. La sanction devient à la fois pénale et sociale. Alors justement, quels sont les comportements qui déclencheraient ça? Le texte en vise 4, et la liste est très intéressante. Premièrement, organiser une manifestation sans l'avoir déclarée. D'accord. Deuxièmement, participer à un attroupement et refuser de partir après les sommations de la police. Ok. Troisièmement, plus classique, le port d'une arme. Et enfin, quatrièmement, le fait de dissimuler son visage pour ne pas être identifié. Attendez, la liste est surprenante. On met sur le même plan le port d'armes, ce qui est gravissime, et le simple fait d'organiser un rassemblement non déclaré ou de rester dans un groupe qui ne se disperse pas. On peut imaginer un organisateur totalement pacifique qui se retrouverait privé d'aide, non? C'est tout à fait une des critiques qui pourrait être faite. La loi ne fait pas cette distinction. Dès que la condamnation est prononcée pour l'un de ces 4 motifs, le mécanisme s'enclenche. D'accord. Mais il faut bien insister sur un point. Tout ça, c'est après une condamnation judiciaire. Ce n'est pas une décision administrative. Non, absolument pas. Il y a un procès,
un avocat, une décision de justice. La présomption d'innocence est bien respectée. Bien, le cadre légal est posé. Mais la vraie question, celle qui touche les gens directement, c'est de quelles aides on parle. Qu'est-ce qu'on risque de perdre concrètement? Et c'est là que la proposition frappe très très large. La liste est longue. Et elle cible presque uniquement les aides liées aux conditions de ressources, c'est-à-dire le dernier filet de sécurité pour les plus précaires. D'accord, alors allons-y, énumérons-les, qu'on se rende bien compte. On commence par les revenus de substitution, donc le RSA, revenu de solidarité active, et la prime d'activité. Le minimum pour vivre, en somme. Exact. Ensuite, on touche à un pilier majeur, le logement. Toutes les aides au logement sont concernées. Les APL, bien sûr, mais aussi l'ALF et l'ALS. Donc le revenu et le toit. C'est déjà énorme. Mais ça ne s'arrête pas là, j'imagine. Non. La loi vise aussi le cœur de la politique familiale, les allocations familiales. Les allocations familiales? Oui. Et puis on entre dans des catégories encore plus, disons, sensibles. L'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, est aussi dans la liste. L'AAH? Là, on change de dimension, non? On ne parle plus d'une aide économique, mais d'une prestation qui compense un handicap, souvent permanent. Conditionner une aide liée à l'état de santé à un comportement, ça pose des questions éthiques vertigineuses. C'est sans doute le point le plus explosif et le plus fragile juridiquement de tout le texte. Et il y a autre chose? Oui, des aides plus ponctuelles comme ma prime Rénovo. Et, point très important, ça s'attaque aussi à l'avenir des jeunes. La suspension des bourses d'études et des aides à la mobilité pour les étudiants est incluse. Donc un étudiant condamné pourrait être forcé d'arrêter ses études. C'est la conséquence directe. Le tableau est saisissant. En fait, c'est l'intégralité du bouclier social qui est visé. Oui, et les auteurs du texte ne s'en cachent pas. Ils l'écrivent. Mises bout à bout, pour certains ménages, ces aides représentent des centaines, voire des milliers d'euros par an, parfois plus. Le but est clairement de créer une sanction financière qui soit massivement dissuasive. Et derrière ça, il y a une justification qui se veut morale. Le texte répète qu'il n'est ni moralement acceptable, ni politiquement tenable que l'argent public finance des gens condamnés pour des violences contre les institutions ou les biens. Oui, il y a cette phrase qui résume tout. Il est temps de rétablir un lien entre droit et devoir. C'est l'idée d'un contrat social où rien n'est gratuit, en somme. La société t'aide, mais tu lui dois le respect de ses règles. C'est un discours qui peut séduire une partie de l'opinion, c'est certain. Mais ça change la nature même de l'aide sociale, non? Complètement. On passe d'une logique de solidarité, où l'on aide quelqu'un parce qu'il en a besoin, à une logique de mérite. On t'aide parce que tu te comportes bien. C'est un basculement philosophique. Face à cette dureté, une question me vient. C'est pour combien de temps, cette suspension? C'est à vie? Ce serait une sorte de mort sociale, oui. On serait exclu du système pour de bon. Les auteurs ont bien senti le danger, notamment sur le plan constitutionnel. Une sanction à vie serait presque à coup sûr jugée disproportionnée. Donc le texte prévoit une suspension temporaire pour une durée maximale d'1 an. 1 an. Pourquoi ce chiffre? C'est un compromis? C'est un calcul juridique. Ils expliquent vouloir respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité des sanctions. La punition doit être proportionnelle à la faute. Voilà. En limitant à 1 an, ils estiment que la mesure reste dans les clos. Leur objectif n'est pas d'exclure définitivement, mais de créer un choc, une réponse cohérente et dissuasive. Maximum de dureté possible dans le cadre légal. D'accord. Donc si on résume, on a une proposition de loi qui crée une peine complémentaire. Elle suspendrait pour 1 an maximum une gamme très large d'aides sociales pour toute personne condamnée pour 4 types de délits en manifestation. Le tout au nom du principe casseur-payeur et du lien entre droit et devoir. C'est la photographie exacte du dispositif. Et si on prend un peu de recul, on voit que ce texte, même s'il vise les casseurs, pose une question qui nous concerne tous. Laquelle? Quelle est la nature de nos aides sociales? Est-ce que c'est un droit inconditionnel, un dernier rempart qu'on ne peut retirer sous aucun prétexte? Ou est-ce un droit conditionnel qui peut être suspendu si un citoyen ne respecte pas sa part du contrat? C'est ce débat de fond qui est ouvert. C'est une excellente mise en perspective. Et pour continuer la réflexion, il y a une dernière question qui me taraude. Le texte est entièrement basé sur la responsabilité individuelle. C'est l'individu condamné qui paye. Mais prenons un cas concret. On suspend les APL ou les allocations familiales d'un parent. Quelles sont les conséquences sur le reste de la famille? Sur le conjoint qui n'a rien fait? Ou pire, sur les enfants? Eux aussi sont punis alors qu'ils ne sont responsables de rien. Le principe de la responsabilité individuelle, il s'arrête où? À la porte du domicile?